Bienvenue sur Ici Éco. Le projet de loi sur le gap financier, s'il venait à être adopté, ne ferait pas avancer l'économie, mais au contraire la tirerait vers l'arrière, retardant toute reprise réelle. Selon les données disponibles et les débats en cours dans les milieux économiques et financiers, une conviction croissante se dégage. Ce projet ne pourra pas être adopté dans sa forme actuelle car il manque d'équité entre en contradiction avec la logique économique et menace ce qu'il reste de confiance dans le système financier libanais. Dans le contexte de la crise financière et économique la plus grave que le Liban ait connue depuis sa création, un projet de loi est mis en avant et officiellement présenté comme une étape visant à traiter la crise des dépôts bancaires et à rétablir l'ordre dans le secteur financier. Or, selon les analyses économiques de plus en plus nombreuses, cette initiative ne traduit pas une véritable orientation réformatrice, mais consacre plutôt la réalité de l'effondrement en la transformant en un cadre juridique permanent. Au lieu de s'orienter vers la reddition des comptes des responsables de l'énorme gap financier et de s'attaquer à ses causes structurelles, il est question de légaliser les pertes et de les répartir de manière forcée sur l'ensemble de la société, ce qui s'apparente une déclaration de faillite collective déguisée sous des intitulés techniques. Les répercussions de ce projet ne se limitent pas aux déposants, elles touchent au cœur même du modèle économique libanais, au rôle des banques et la notion de confiance, à l'environnement des investissements, aux faux syndicaux, aux caisses de retraite et des mutualités, ainsi qu'à l'avenir de toute reprise potentielle. Durant cet épisode, nous recevons le chercheur en économie et en finance, le professeur Maroun Khatir, afin d'approfondir l'analyse du projet de loi sur le gap financier, préparé par le gouvernement, le sort des dépôts en cas de l'adoption de ce projet de loi dans sa version actuelle, ainsi que d'autres dossiers économiques. Professeur Khatir, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. À moi aussi, Maurice, merci. Entre une approche politique qui cherche à gérer l'effondrement et une vision économique qui réclame une réforme juste et radicale, le Liban se trouve aujourd'hui à un tournant décisif, soit restaurer la confiance et poser les fondations d'un véritable redressement, soit légaliser l'effondrement et en retarder l'issue au prix d'un coût social et économique extrêmement lourd. Professeur Khatir, ou bien, premièrement, êtes-vous d'accord que dire que le projet de loi sur le gap financier élaboré par le gouvernement, présenté comme visant à résoudre la question des dépôts, comporte en réalité une orientation extrêmement dangereuse pour l'avenir de l'économie libanaise? Oui, bien évidemment, elle Mhm. représente une orientation qui est extrêmement dangereuse pour l'économie. C'est parce que, d'ailleurs, elle commence pas par ce qui est essentiel, ça veut dire le chiffrage officiel et incontestable des pertes. Et puis, elle mentionne pas les dépôts en livres libanaises. Mhm. Et elle criminalise en grande partie les déposants qui ont converti, en respectant les circulaires de la BDL, leurs dépôts de la livre libanaise en dollars. Et je ne sais pas, ces déposants, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal en se conformant aux réglementations bancaires. Et puis, elle répartit les pertes entre des petits déposants et des grands déposants au lieu que la répartition soit faite entre des responsables et des innocents. Et, euh, et voilà, au final, moi, je vois que cette approche, c'est une approche qui est très mauvaise et qui menace d'ailleurs la crédibilité de l'économie du Liban. Et aussi, elle menace la confiance en l'État Mhm. et elle fait que le système bancaire soit incapable de bien jouer son rôle. Et ces conditions sont d'ailleurs indispensables pour avoir un redressement qu'on peut qualifier de durable. Mhm. Certainement, ce projet ne se limite pas à entériner les pertes, il les transforme en un élément structurel du nouveau modèle économique libanais, instituant de facto le principe d'une faillite collective comme une réalité que les Libanais seraient appelés à accepter et à laquelle ils devraient s'adapter en imposant une culture de l'austérité forcée plutôt qu'une culture de la production effective. Comment le projet de loi proposé conduit-il à une économie sans confiance et sans système bancaire fonctionnel, ce qui revient à porter un nouveau coup à l'économie formelle? Si ce projet de loi sera voté sans modification structurelle,
c'est normal qu'il va conduire à un problème de confiance. C'est parce qu'il consacre Mhm, vraiment une rupture entre l'État, les banques et les déposants. Et en l'absence d'une vérité complète concernant les pertes et les règles de responsabilisation, les déposants vont sentir que leurs droits peuvent être redéfinis d'une manière qui est unilatérale. mhm, Et alors sur un autre plan aussi, le Liban est un État qui est historiquement marqué par le fait qu'il ne respecte pas ses engagements. mhm, Et le fait de compenser les défaillances par des obligations, ça fait que c'est un signal qui est extrêmement négatif, tant mhm, pour les déposants actuels que pour les déposants qui sont potentiels. Dans ces conditions, on va voir que ni les déposants actuels, ni potentiels, ni les investisseurs peuvent accorder confiance au système. mhm. Et ça va conduire en fin de compte à une économie qui est privée de confiance et un système bancaire qui est incapable de jouer son rôle et un multiplicateur de crédit qui est vraiment très bas. Et ça va faire un grand service alors à l'économie du cash et à l'informel. Pourtant, et par suite, dans ce cadre, c'est un coût qui est direct à l'économie. Bien que les gens qui sont derrière ce projet de loi, ils prétendent que c'est un projet de loi qui lutte contre l'économie du cash, mais cela ne paraît pas être Mhm. vrai. Selon vous, professeur Khatir, ce projet de loi conduit-il concrètement à vider le secteur bancaire de son rôle, transformant les banques en un pilier, ou bien les transformant d'un pilier essentiel de la croissance en institution paralysée? Concrètement, il le fait. C'est parce qu'il met les banques ou il les place devant deux choix qui sont Mhm, tous les deux destructeurs. Soit elles vont payer les dépôts qui sont en dessous de 100 000 dollars, soit elles vont faire face à mhm, la radiation. Et ça fait que la relation avec les déposants, elle va être coupée. Ça veut dire qu'il y aurait une rupture de ces relations. Mais dans cette hypothèse, les dépôts, même les petits, ils ne peuvent plus être mhm. servis. Et ça va Moins que faire 100 qu'il, 000. oui, il y aurait une absence totale de solution. Et aussi pour les autres déposants, c'est parce que le secteur bancaire et la relation entre la banque et les déposants, c'est pas seulement pour les petits dépôts. On a Mhm. bien mentionné qu'on n'accepte pas cette classification de petits et de Entre grands. grands et petits déposants. Alors, on veut bien que ça soit entre responsables et innocents, Mhm, mais ça va faire que le système bancaire en tant que tel, il ne peut plus fonctionner. Il va montrer une déficience qui est globalisée. Et sans cette confiance globale, les banques, elles ne peuvent pas fonctionner. Et sans mhm, les banques, on n'aurait pas un essor économique qui peut se faire dans le cadre des réglementations internationales. Et ça fait que dans ce cas, l'économie du cash sera bien alimentée et ça va faire fragiliser l'économie formelle et ça va priver le pays vraiment d'avoir un levier essentiel de croissance. On mhm. revient au même point de départ que nous avons mentionné il y a quelques minutes. Et donc, ne faudrait-il pas ajourner ce projet de loi, de laisser le temps encore à des négociations constructives, ces négociations qui peuvent garantir la priorité aux intérêts des déposants? À mon sens, il fallait qu'il ne sorte pas du gouvernement. Pour le moment, je vois qu'il est un peu tard de le renvoyer parce que personnellement, j'ai des mauvais souvenirs avec la loi du Capital Control Hmm, qui a été renvoyée et après quoi alors on l'a complètement perdu d'une manière intentionnelle. Alors pour moi, pour le moment, pardon, et vu que la loi elle est sortie, moi je ne vois pas qu'il est le bon moment de la faire retourner hmm, au gouvernement. On mhm, compte vraiment sur les modifications qui peuvent être apportées par le gouvernement hmm, afin d'avoir une loi qui est plus juste, plus visionnaire, plus stratégique et plus équitable pour les déposants. Parce que le but ultime, Maurice, c'est vraiment de protéger en priorité les intérêts des des déposants déposants? et de permettre au secteur bancaire de regagner la confiance après qu'il y ait une responsabilisation partout et de reconstituer la confiance en l'État. Et ça, c'est une condition qui est indispensable à tout Mhm, redressement que nous voulons durable hmm. de l'économie. Euh, Est-ce que le gouvernement a décidé de se plier aux exigences du FMI et du Fonds monétaire international et de soumettre un projet de loi au Parlement afin d'annoncer au FMI donc l'adoption d'une loi sur le gap financier avant la fin de l'année 2025?
D'ailleurs, se soumettre aux exigences de la FMI, ça ne constitue pas en Mhm. lui-même et en aucun cas un exploit. Euh, il semble que le gouvernement il a tout fait afin de pouvoir soumettre cette loi au Parlement avant la fin de l'année. C'est comme Mhm. s'il y avait quelque chose qui a été décidé préalablement. Mais après la résistance qui a été vraiment suscitée contre le projet de loi, il Mhm. y a des informations qui circulent et qui montrent que même le FMI est devenu réticent quant au contenu de ce projet de loi. Et pour moi, ce que nous avons, vous et moi-même, à plusieurs reprises demandé, c'est qu'on n'ait pas la même expérience de Mhm. l'ancien gouvernement et que les négociateurs avec le Fonds monétaire international fassent tout ce qu'ils peuvent afin que les spécificités du cas libanais, du Liban, de la crise du Liban, soient bien dévoilées dans le cadre des négociations. Et par suite, il ne faut pas qu'on se limite à la simple conformité aveugle aux Mhm. demandes extérieures, quelles qu'elles soient. Mhm. Le Premier ministre Nawaf Salam a affirmé que ce projet de loi permettrait le remboursement intégral de 85% des déposants jusqu'à 100 000 dollars, alors que le coût de couverture de ces dépôts pourrait atteindre les 22 milliards de dollars. Qui prendra en charge les pertes des déposants résultant de la liquidation des banques en cas de l'application de cette loi? Aujourd'hui, il n'y a rien qui garantit les droits des déposants. Mhm. Ils ne sont pas protégés si cette loi, sans modification, sera votée par le Parlement. Le texte, comme il a été transféré par le gouvernement, c'est un texte qui transfère l'essentiel du poids sur les banques et sur les déposants eux-mêmes. Mhm. Et il laisse l'État vraiment exonéré de toute responsabilité vraie. Mhm. Et en pratique, cela signifie que ce sont les déposants eux-mêmes qui vont tenir la responsabilité de leurs droits, que ce soit dans le cadre du non-paiement des banques ou Mhm. dans le cas des radiations des banques. Et j'ai une préoccupation concernant la solution qui peut être apportée aux eurobonds dans ce cadre. Moi, je crains bien même qu'après le paiement de ces quatre versements, on sait plus que ces quatre après le discours du gouverneur de la Banque centrale. Je sais plus si cet argent qui va être déposé, il sera recollecté après dans le cadre des impôts et des taxes qui seront augmentés lorsque l'État il va décider de négocier avec les détenteurs des eurobonds. Et par Mhm. suite, c'est pas seulement la crise bancaire qui sera portée par les Libanais et les Mhm. vrais et par les dépositeurs, que ce Mhm. soit aussi le cadre de toute la crise du Liban qui sera bien à la charge de ces personnes et Mhm. par suite les déposants et les personnes qui se conforment à la loi et qui payent leurs impôts, Mhm. ce sont eux qui vont tenir en charge l'ensemble de cette crise, de cette catastrophe du Liban à travers les années, dans l'absence de la responsabilisation qui paraît très nettement dans le cadre de ce projet de loi. Mhm. Professeur Khader, qui apportera de nouveaux capitaux pour satisfaire aux exigences de cette La nouvelle loi vérité, dans le ou bien cadre ce projet d'un... de loi? Je sais pas, moi je demande la question, c'est qui serait intéressé à venir injecter des fonds dans un Mhm. pays où il n'y a rien qui marche vraiment. Mhm. Alors, du côté de la stabilité politique, on a beaucoup de problèmes et ça continue. Du côté des solutions qui sont apportées à la crise financière et bancaire, il n'y a pas eu des solutions qui sont Mhm. vraiment tranchantes et ça peut dissuader tout investisseur. Alors, sans garanties qui sont vraiment claires et sans partage équitable des pertes entre la Banque centrale, l'État, la Banque centrale et les banques, Mhm. alors le système bancaire, il va rester paralysé et il sera incapable d'attirer de nouveaux Mhm. capitaux pour le relancer. Et ça fait que nous allons alors nous noyer dans ce statu quo qui va peut-être durer très longtemps, bien que le gouvernement, Mhm. il n'est pas de cet avis et il croit que le fait de faire passer le projet de loi vers le Parlement, alors c'est une mission accomplie, accomplie, une affaire classée, ce Mhm. qui n'est pas le cas à mon avis. Mhm. Le Premier ministre Nawaf Salam a promis donc que le projet de loi permettrait
de rembourser 85% des dépôts en 4 ans. Or, le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, a indiqué que le calendrier proposé pour le remboursement en espèces est quelque peu ambitieux et pourrait, le cas échéant, être ajusté, ce qui signifie que la période de 4 ans pour le remboursement des 100 000 dollars pourrait s'étendre à 5, 6, 10 ans, voire davantage. Quel est votre commentaire? Les discours du gouverneur de la BDL et du Premier ministre montrent clairement une divergence, Hmm. surtout sur le calendrier et et la faisabilité du remboursement. Cela nous ramène à un point qui est fondamental et d'ailleurs primaire. Hmm. C'est le fait de commencer par déterminer officiellement le chiffre des pertes et les répartir d'une manière juste entre la Banque centrale, l'État et les banques. Plutôt l'État, la Banque centrale et les banques. Toute distribution et répartition qui est paramétrée. Moi, je ne sais pas comment ils acceptent de la faire. Je ne sais pas vraiment comment ils se réunissent pour répartir un chiffre X qu'ils ne connaissent pas. Mais dans tous les cas, toute répartition paramétrée, elle ne peut pas aboutir. Et la répartition juste entre l'État, la Banque centrale et les banques, c'est la seule solution qui peut aboutir à des solutions qui sont vraiment réalistes et faisables. Le projet de loi prévoit que les obligations qui seront attribuées aux déposants dont les avoirs dépassent les 100 000 dollars ne constituent pas de simples promesses sur papier, selon le Premier ministre, mais qu'elles seraient garanties par 50 milliards de dollars d'actifs de la Banque du Liban. Il prévoit également l'émission par la Banque centrale de certificats financiers à long terme entre 10 et 20 ans, adossés aux actifs de la Banque centrale et représentant les dépôts moyens élevés et très élevés, renforcés par les revenus de ces actifs et, le cas échéant, par les produits de leur liquidation. Donc, une question essentielle, l'État tirera-t-il les garanties évoquées dans son projet, ou bien ces obligations étant négociables, leur valeur est extrêmement difficile à déterminer. Elles ne sont pas garanties, elles ne reposent que sur les revenus de la Banque du Liban. Le remboursement effectif des droits des déposants ne demeure-t-il pas au mieux incertain? Maurice, pour moi, la déclaration du Premier ministre, elle repose sur une série de glissements qui sont conceptuels et qui méritent d'être bien explicités, non pas parce que le raisonnement logique est un exercice de luxe, mais c'est parce qu'il est une exigence démocratique. Il n'y a aucune politique publique qui peut soustraire à l'analyse rationnelle sous prétexte d'urgence ou de complexité. Le fait de présenter une conversion forcée des avoirs bancaires en des titres à long terme comme Mhm. étant une restitution intégrale revient à neutraliser juridiquement le temps, le risque et l'illiquidité, comme vous l'aviez bien mentionné. Alors, même que ces éléments constituent le cœur de la valeur d'un droit qui est patrimonial. Mhm. En droit financier, le fait de différer, de transformer et de conditionner n'est jamais équivalent au fait de restituer. Alors, la seconde confusion, elle réside dans l'argument selon lequel ces obligations auraient une grande valeur, selon les mots du Premier ministre, du seul fait qu'elles seront adossées à un portefeuille de 50 milliards de dollars qui est détenu par la Banque du Liban. Cet argument, il confond en vrai la valeur totale des actifs et leur utilisation ou bien leur capacité juridique d'être utilisés en tant que garantie effective. Et ça fait que dans le cadre de ce que j'ai bien cité, je suis très convaincu, et je le répète pour la énième fois, que les obligations qui seront émises sont des obligations qui vont se heurter aux conditions du marché bancaire libanais et qui vont être affectées à fond par la mauvaise réputation du Liban en tant que pays dans le cadre du fait qu'il ne tient pas à ses engagements. Et d'ailleurs, ce sont des obligations que la confiance manquée va pousser les détenteurs à les revendre sur le marché. Et ça va créer une offre qui est vraiment très importante et ça va faire
selon les conditions primaires du marché, dégraisser et affaiblir et diminuer le prix à des Mhm, niveaux qui sont vraiment très bas. mhm, Alors, j'ai tout cité techniquement concernant ma vision, mais après quoi, on voit que qu'ils sont très convaincus. Moi, je suis académicien, je dis ce que je sais, et après, il y a le temps qui va ou bien affirmer ou bien infirmer mhm, mes préemptions. mhm. Et voilà. Êtes-vous d'accord que dire que l'application de ce projet de loi sur le gap financier dans sa forme actuelle entraînera un effondrement de la confiance des investisseurs et des déposants avec des répercussions négatives sur tout le cycle économique et la perte de toute chance d'un redressement rapide pour le Liban? Moi, personnellement, je considère que ce projet de loi est prématuré et que le temps qu'il va passer en couveuse, c'est un temps qui est perdu, surtout au regard du mandat du Parlement qui touche à sa fin. Et par suite, la comparaison, elle ne devrait pas être entre le vide et n'importe quelle loi. On s'attendait à une loi beaucoup plus consistante et beaucoup plus juste. Et c'est pour cela que les modifications qui doivent être apportées par le gouvernement devraient être des modifications vraiment structurelles. Cela rend la tâche du gouvernement particulièrement très difficile, comme je vous l'ai dit, parce que son mandat, il touche à sa fin. Alors le temps, c'est pour les élections, pas pour les modifications structurelles. Et par suite, ça va faire que le Parlement, pour faire sa tâche d'une manière qui est vraiment bonne, il doit repenser en profondeur l'approche et le cadre Mhm, conceptuel du projet. Et moi, je ne sais pas si c'est le bon moment pour qu'il le fasse. mhm, Et là, je crains que ce projet, il a fait son premier pas du gouvernement vers le Parlement, et après, peut-être ça va prendre beaucoup de temps pour être voté par le gouvernement qui n'a pas encore terminé le travail sur le projet de loi 2020, du budget 2026 qui a d'ailleurs pris beaucoup de temps pour être mhm, modifié. mhm, Alors c'est ça ce que je crains. Mais dans tous les cas, alors nous tenons l'olivier de Noé et tout l'espoir en un Liban qui est meilleur. Et voilà, on attend, et c'est le temps qui va décider. Après quoi, on espère que tout ce qu'on a dit de négatif, qu'il soit faux et que la vérité aille dans le bon sens. Bien voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Maroun Khatir. Merci beaucoup, Maurice. Mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.